Chers Congolais, je ne sais pas aujourd'hui si porter des critiques contre la politique que mène notre gouvernement en ce qui concerne la gestion de la crise de l'Est de notre pays revient à insulter les chefs d'État ou à insulter nos gouvernants actuels. Parce que une fois que tu exprimes ton idée et qui est à l'encontre de ce que prône le gouvernement actuel, c'est tout le monde qui se met à t'insulter. Comme quoi, dans ces pays, il n'y a que les gouvernants, les présidents de la République qui ont le monopole de la réflexion. Mais c'est une très grosse erreur. C'est pour cette raison nous assistons à un scénario où le gouvernement tente des choses et puis nous revenons toujours à la case de départ. Imaginez un peu comment Luanda, le processus de Luanda a pris fin. Et vous voyez un peu le processus de Nairobi, comment cela a pris fin. Autant des dialogues, autant des grands rendez-vous pour la question de l'Est qui n'ont abouti à rien. Mais vous ne comprenez pas que c'est parce que le gouvernement n'est pas nécessairement l'entité, l'unique entité qui doit avoir une certaine idée, bien que le gouvernement a beaucoup de moyens en sa possession, en ce qui concerne les informations, en ce qui concerne la diplomatie et bien d'autres outils, ils sont assez... Mais tous les Congolais peuvent réfléchir et vous donner aussi leurs propositions. Moi, je suis aujourd'hui de ceux qui encouragent les dialogues. J'encourage le dialogue, mais ma vision du dialogue est un peu différente de ce que peut-être plusieurs opposants prônent. J'aimerais peut-être par cette vidéo aider le gouvernement. Le gouvernement ne devait pas refuser les dialogues avec d'autres opposants. Par contre, quelque chose que tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'arène politique ne vous disent jamais ou ne réfléchissent pas, moi je pense que on devait aller droit vers ces dialogues qui étant décriés par ceux de la majorité au pouvoir. Mais un des objectifs principaux de ces dialogues doit être la possibilité de donner la parole à l'opposition pour faire des propositions concrètes sur la question de la guerre dans la partie est de notre pays. Imaginez qu'aujourd'hui, ces dialogues s'ouvrent, diffusés à la télévision. Ok, la majorité dit d'accord, vous avez critiqué la gestion du président de la République, les sorties médiatiques du président de la République. Nous voulons écouter les propositions de l'opposition. Mais c'est là que nous saurons que les projets ou bien les critiques que porte l'opposition sont infondées. Tout le monde, les médias internationaux sont là, les médias locaux sont là. Nous voyons les gouvernements apporter leurs propositions après des échanges dans un cadre bien précis où tous les opposants seront là. Et c'est à ce moment-là que nous saurions que l'opposition n'a pour but que d'insulter le président, de critiquer négativement, mais elle manque des arguments pour aider le pays à avancer, à terminer la crise. Mais tant que nous n'aurons pas fait cela, mais laissez l'opposition continuer à clamer, continuer à vous critiquer autant qu'elle peut le faire. Le dialogue doit être une occasion pour le gouvernement de se dire on donne la parole à l'opposition. Et que l'opposition nous propose un schéma, un plan bien précis, bien clair pour la fin de la guerre à l'est de notre pays. Ça, c'est de un. Mais de deux, moi étant géopolitologue, j'aimerais un peu vous proposer ma petite vision ou un aperçu de la situation actuelle. Je pense que c'est dans un angle que beaucoup n'ont jamais écouté et que ça peut un peu nous aider. Vous savez, la première des choses, moi je pense, dans la résolution, dans la recherche, dans la quête de la résolution de conflits à l'est de notre pays, il faut vraiment que nous arrivions à faire un net distinguo, une nette distinction entre deux choses qui sont en train de se passer dans la partie est de notre pays. Dans la partie est de notre pays, nous avons la crise
sous-régionale et nous avons également la guerre. Parce que je trouve que dans la recherche de la solution par le gouvernement, on ne tient pas compte de cet aspect. Permettez-moi de vous dire quelque chose. En 1996, à Lemera, le président Laurent Désiré Kabila, l'ex-président Kabila, a signé un contrat avec les 6 États voisins, l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, Zimbabwe, ainsi que la Namibie, ainsi que l'Afrique du Sud, pour pouvoir renverser le régime de Mobutu. C'était une guerre. Ils ont pris le pouvoir en 1997. En 1998, il y a eu la rébellion des RCD, MLC et les autres. C'était une guerre. Après ça, il y a eu des accords qui ont été signés, les accords de Sun City, pour nous conduire vers un gouvernement de 1+4 et puis les élections. En 2009, il y a eu le CNDP qui est né une autre guerre. Et puis, après le CNDP, il y a eu en 2012 la naissance du M23. Mais est-ce qu'on ne se pose pas des questions? Pourquoi? Parce qu'à chaque étape, il y a des accords qui sont signés, et puis il y a comme une cessation des hostilités de la guerre, et puis après quelques années, il y a résurgence de nouveaux groupes rebelles, et puis la guerre reprend encore. Mais qu'est-ce que nous cherchons à comprendre? Nous devons comprendre plutôt dans cette situation. Il y a deux choses qui se passent à l'est de notre pays. Ça, tout le monde doit savoir ça. Il y a la crise sous-régionale, mais il y a aussi la guerre. Permettez-moi de vous relater quelque chose. En ce qui concerne la crise, je vais vous recommander une interview que j'ai suivie, la présentation d'un livre du professeur Chibangu Kalala. Il a fait la présentation de son ouvrage en Belgique, rentré sur YouTube ou sur d'autres plateformes, suivant un peu comment le professeur Chibangu Kalala a fait la présentation, c'est-à-dire l'historique du conflit entre les Rwanda et la RDC. La crise entre notre pays, la crise sous-régionale, le Congo ainsi que le Rwanda et d'autres États, est liée à une historique très lointaine. Par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, le Rwanda, pour eux, ils reconnaissent que l'Ituri, la partie Ituri, une grande partie de l'est de notre pays, leur appartient. Voyez-vous, et cela n'est pas quelque chose qui est réclamé que par Kagame. C'est depuis de nombreuses années, il y a eu même des guerres en raison de ces terres-là. Ok? Ça, c'est une question qui est liée à la crise. Mais un autre problème de la crise, c'est aussi la géopolitique sous-régionale. Voyez-vous, c'est comme l'Allemagne et la France de l'époque, avant qu'ils signent autant de traités de paix. Nous connaissons ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les mines de charbon. C'est-à-dire que les deux États se sont décimés à cause des richesses. Et il a fallu qu'à un certain moment, ils signent des accords pour l'exploitation commune de toutes ces richesses. Ça, c'est une question qui est géopolitique. Mais maintenant, il y a un autre aspect, c'est l'aspect guerre. Là, comprenez ceci. La crise congolaise ne dépend, la crise rwando-congolaise ne dépend pas de Kagame, ni de Tshisekedi, ni même de Kabila fils. La question de la crise sous-régionale en fait remonte à beaucoup d'années avant nous. C'est-à-dire que c'est une question qui est liée à la terre, c'est une question qui est liée à la répartition de nos deux pays, de frontières de nos pays en 1885 avec la conférence de Berlin. Donc la question, la crise, elle est un peu plus globale, elle est un peu plus complexe que ce que nous imaginons. Mais cette crise, c'est la crise qui fait naître différentes guerres. Et avec des pensées belliqueuses un peu expansionnistes de Kagame, son désir d'avoir une certaine hégémonie sous-régionale, c'est Kagame qui profite de la crise qui existe déjà pour en fait initier des guerres dans notre pays. Voyez-vous? Et ça doit nous amener à réaliser que à chaque fois nous cherchons une solution, on doit comprendre que nous cherchons la solution pour résoudre la guerre
ou bien pour résoudre la question de la crise. Parce que la question de la crise va au-delà de la simple confrontation qui peut y avoir à l'est de notre pays. Mais quand nous voyons comment les gouvernements cherchent à négocier, mais ça ne tient pas, ils ne tiennent pas compte de ces deux aspects. Des fois, on se demande, est-ce que c'est la crise qu'on veut résoudre ou bien c'est tout simplement la guerre qu'on vient résoudre? Je ferai peut-être une vidéo dans un format un peu beaucoup plus large pour expliquer ma vision à moi par rapport à toutes les questions des accords de Washington, Doha et les autres, comment nous pouvons élargir cela pour non seulement résoudre la question de la guerre, mais aussi la question de la crise. Parce que déjà, moi, je peux vous dire, quand je vois par exemple les deals que le président est en train de vouloir proposer avec le gouvernement américain, Washington, ça sera juste pour résoudre la question de la guerre, pas pour résoudre la question de la crise. Ok, tant que la crise va persister, il y aura toujours naissance de guerre. Même si Kagame partait, ok, parce qu'il y aura une... La crise, c'est tout un schéma. C'est un schéma rwandais qui date de beaucoup d'années et bien avant. Alors là, je vais dire un peu quelques mots, ou je vais émettre un peu quelques idées à notre gouvernement. Il faut que nous comprenions, le gouvernement doit comprendre quelque chose qui est vraiment capital. On peut régler la question de la guerre sans résoudre la crise avec le Rwanda. Ça, il faut que le gouvernement sache ça. Et deuxièmement, la crise est liée à la géopolitique qui va au-delà de la simple présence de Kagame au pouvoir. La crise est liée à la géopolitique de nos deux pays et même de la sous-région. Mais la guerre est plus liée aux individus qui sont au pouvoir à un moment donné. Ça, c'est de deux. Et de trois, j'aimerais que les gouvernements comprennent quelque chose. Tant que la crise ne sera pas réglée, il y aura toujours des résurgences de guerre dans la sous-région. Et maintenant, toutes les décisions que nous prenons, nous devons nous rendre compte, c'est pour résoudre la question de la guerre. C'est comme ça, vous allez voir. En 2024, si je ne me trompe, il y a eu un grand sommet Europe-Amérique. Avant que Emmanuel Macron aille aux États-Unis pour ces sommets, il a tenu un grand discours à Paris. Il y avait quelques chefs d'État qui étaient là. Je retiens toujours cette phrase d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit ceci. La question des tensions à l'Est, à la partie Est ou bien à la région du Grand Lac, nécessite une solution pérenne et non une courte solution. Il savait ce qu'il était en train de dire. La plupart des accords, la plupart des choses que nous avons fait, des démarches que nous avons fait, c'était pour régler les questions de la guerre et non la question de la crise. Et là, je vais dire au chef d'État quelque chose là. Qui est vraiment capital dans tout ce que nous allons faire, les accords et tout consort là que nous voyons que notre pays est en train de mener. La guerre, nous pouvons engager l'armée. Nous pouvons en fait vouloir une confrontation directe. Mais la victoire que nous pouvons remporter ne sera pas nécessairement une victoire qui mettra fin à la crise de la région, de la sous-région. Ça, c'est très important. Le président de la République doit savoir que la résolution de la crise sera beaucoup plus dépendante de la politique que nous allons mettre en place. C'est-à-dire que comment la stabilité sociale de notre pays, la stabilité des institutions dans notre pays donnera une certaine force à notre gouvernement pour avoir de l'ascendance, de l'hégémonie dans la sous-région. Tant qu'il y aura la justice telle que nous la voyons actuellement, tant qu'il y aura ces injustices sociales dans lesquelles nous assistons, où un seul groupe d'individus possède, s'accapare de toutes les richesses du pays, en violation de l'article 58 de notre Constitution, qui veut que tout Congolais puisse jouir des ressources nationales, cela va fragiliser les différentes couches de la population, l'unité nationale, et ça ne nous permettra jamais d'être forts devant la crise
crise qui est en face de nous. Mais la question de la guerre, le président peut tenter de le résoudre comme tel. Mais sachez que si nous ne résolvons pas la crise de la sous-région, qui est plus une question de la géopolitique, les guerres, nous pouvons les gagner aujourd'hui. Après demain, ça va encore. Il y aura encore résurgence d'autres conflits et d'autres tensions. Alors, je reviendrai sur une prochaine vidéo pour étendre un peu mon idée et faire encore mes propositions concrètes sur la crise, comment, selon moi, comment nous pouvons apporter des solutions à la crise et aussi par rapport à la question de la guerre, qu'est-ce que nous pouvons apporter comme solution à cette guerre qui est là. Mais sachez que nous pouvons gagner la guerre aujourd'hui. Mais si nous ne résolvons pas la question de la crise, Kagame va passer, même celui qui le remplacera, suscitera d'autres tensions, d'autres guerres encore. Tout comme le président Tshisekedi pourra passer, donc celui qui le remplacera va connaître encore d'autres guerres parce que la crise est beaucoup plus complexe que tout simplement la guerre.